Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'Institut Nutrition. Webinaire qui s'est organisé en léger décalage avec la Semaine nationale de la dénutrition, mais quand même dans l'esprit de prendre la parole dans ce cadre-là. Je suis Anne Moreau, je suis diététicienne et déléguée générale de l'Institut Nutrition, qui est la fondation d'entreprise du groupe Restalliance. Et j'ai le plaisir de modérer et d'organiser cet événement. Et je serai pour aborder le thème de la dénutrition, la déglutition et la dentition. Quelles solutions, quels liens et quelles solutions concrètes. Je serai accompagnée de deux experts de renom. Alors, je vais le dire dans l'ordre de prise de parole. Le professeur Bertrand Fougère, responsable du pôle gériatrique du CHU de Tours, nous fera le plaisir de partager, de redéfinir les bases et les fondamentaux de la dénutrition et de ses mécanismes complexes. Et le docteur Anne Abbé-Denisot, chirurgien dentiste et chargé de mission à l'Union française pour la santé bucco-dentaire, viendra nous éclairer et nous partager son expérience de chirurgien dentiste sur les problématiques de santé bucco-dentaire qui sont susceptibles de favoriser ou à l'inverse de prévenir les risques de dénutrition. Donc ce webinaire s'annonce grâce à la présence de nos deux intervenants tout à fait passionnants. Je vous invite à poser vos questions dans l'onglet, alors plutôt questions, mais j'irai voir dans questions et chat, et je m'y rendrai en fin de webinaire. J'espère que comme nous, vous voyez bien la présentation s'afficher. Je rappelle que les slides ne seront pas diffusés, mais en revanche que le replay vous sera accessible si vous ressentez le besoin de le partager autour de vous. C'est avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole au professeur Bertrand Fougère et je me mets comme ça. Est-ce que c'est bien visible pour vous, professeur? C'est parfait de mon côté. Super. Alors, allons-y. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup à tous de participer à ce webinaire. En effet, en amont de la Semaine nationale de la dénutrition, mais justement, ça va nous donner un avant-goût pour être tous mobilisés la semaine prochaine sur le sujet. Et donc, on va, comme ça vient d'être présenté, travailler le sujet en deux parties, avec une partie où je vais vous parler de justement personnes âgées puis dénutrition, puis une partie plus bucco-dentaire avec ma collègue Anne. Alors, on va parler donc slide suivante. Alors, pourquoi déjà on parle de personnes âgées et dénutrition? Juste en regardant en fait les courbes que je vous présente là maintenant, mais c'est juste en vous baladant dans la rue que vous vous rendez compte que la population vieillit. On va passer de 20% de la population en 2005 à plus de 60 ans à plus de 30% de cette même population d'ici 2050, puisqu'on est un peu, j'allais dire, presque même en ce moment dans le creux de la vague, avec des gens qui ont plus de 85 ans, qui sont nés en 1940. Et donc, vous imaginez bien qu'arrivé le baby-boom en suivant, on va avoir une explosion du nombre de personnes âgées, ce qui est très bien, je le rappelle quand même, pour la population et pour la société. Et dans si on regarde justement ces courbes, et notamment la courbe en vert, la population qui va augmenter le plus, c'est la population des 75 ans et plus. Et nous, on sait au niveau gériatrique que c'est aussi un âge un peu charnière dans le vieillissement, puisque c'est dans cette tranche d'âge qu'on a le plus de personnes âgées à risque de perte d'autonomie. On peut avancer. Alors, l'espérance de vie, elle a largement augmenté dans les 50 dernières années, voire même dans les 250 dernières années, puisque j'aime bien le rappeler, mais en 1850, l'espérance de vie d'un homme, c'était 43 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à 80 ans chez les hommes et 85 ans, presque 86 ans d'ailleurs, chez les femmes. Et donc, c'est ce que je vous ai écrit en dessous là, mais à 85 ans, on a fait 93 000 repas. D'où l'importance de la nutrition. L'âge moyen d'entrée en EHPAD, c'est 87 ans. On est à l'âge moyen d'entrée en EHPAD et on reste environ 2,1 ans en EHPAD, ce qui correspond aussi à 2300 repas. Donc, d'où aussi là l'importance à la fois des repas dans notre vie quotidienne, mais aussi justement en institution. Slide suivante.
Sauf que malheureusement, ces chiffres de la dénutrition en France, 2 millions de personnes en situation de dénutrition, 400 000 personnes âgées qui vivent à domicile et 270 000 en EHPAD, ça représente 40% des résidents d'EHPAD et 4 à 10% des gens à domicile. Malheureusement, ils ne bougent pas beaucoup ces chiffres et malgré toutes les actions qu'on essaye de mettre en place en fait, depuis des années, et on essaye à la fois de sensibiliser sur le diagnostic, le repérage de troubles de la dénutrition et ensuite sur les actions à pouvoir mener. Et ça, on aimerait vraiment que ce chiffre diminue avec le temps et que les pourcentages aussi diminuent avec le temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même un sujet qui est un peu schizophrène, puisque vous avez tous ces messages, manger, bouger, c'est la santé. Vous avez manger 5 fruits et légumes par jour, c'est aussi important pour la santé. Puis parallèlement, vous avez justement les promotions sur les 5 pots de Nutella et puis aussi la promotion, les publicités, notamment pour McDo, Burger King, etc. Donc en fait, on se retrouve dans des schémas un peu schizophréniques sur le sujet nutritionnel. Alors, la dénutrition, c'est quoi? De toute façon, et ça c'est valable personnes âgées et personnes pas âgées, mais ça n'empêche qu'on retrouve quand même des choses plus spécifiquement chez les personnes âgées. C'est quand même, ça reste quoi qu'il arrive, un déséquilibre entre les apports et les besoins, où là, pour le coup, la balance n'est plus équilibrée. Les apports qui peuvent diminuer et les besoins qui, eux, des fois, peuvent augmenter, et notamment en vieillissant, avec des chutes, avec des risques d'infection qui sont majorés, des risques d'hospitalisation, d'institutionnalisation. Et en fait, la dénutrition, et ça, c'est un message que je vais essayer de vous faire passer et que vous connaissez sûrement, mais la dénutrition, c'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste l'assiette, c'est pas juste le fait de perdre du poids, mais ça a des conséquences excessivement importantes sur les capacités fonctionnelles, sur l'autonomie des gens et derrière en termes aussi de mortalité et de décès. Donc vraiment important de penser à la dénutrition, pas juste en termes alimentaires, mais vraiment en termes d'autonomie. Slide suivante. Alors bien sûr, il y a plein de causes de la dénutrition. Il y a des causes comme à tous les âges, bien sûr, les cancers, les pathologies cardiaques, respiratoires, rénales, inflammatoires, infectieuses, etc., etc. Et puis, il y a des pathologies qui sont un peu plus liées à l'âge, notamment on pense aux troubles cognitifs, on pense au syndrome dépressif, aux douleurs, aux polypathologies, à la polymédication. Alors ça, c'est excessivement important. On sait très bien que nos personnes âgées sont très, très polymédiquées et des fois, ça peut agir à la fois au terme gustatif de la bouche, en termes digestifs et aussi en termes de prise tout court, puisque des fois, en fait, quand ils prennent 7, 8, 9, 10, voire plus de médicaments, en fait, des fois, ils ont plus faim même pour manger la suite. Bien sûr, les pathologies bucco-dentaires, mais là, je ne vais pas du tout rentrer dans ce sujet-là qui viendra juste après. L'isolement social, en fait, manger, ça reste quelque chose de social et on aime partager le repas, en fait, surtout dans nos sociétés latines. En fait, on s'installe à table pour manger. Et donc, quand on se retrouve tout seul, en fait, des fois, on n'a plus envie de pouvoir de manger et de se préparer à manger, de se préparer un bon repas. Donc, ça aussi, c'est un peu plus spécifique chez les personnes âgées. Il faut essayer de le repérer. Slide suivante. Alors, le diagnostic, comment on le fait? On a la chance d'avoir des nouvelles recommandations pour le coup de l'HAS et de la Fédération française de nutrition depuis 2021. Avec un focus qui a été fait en plus chez les personnes âgées de 70 ans et plus. Et donc, ce que je vous ai mis en gras en fait sur cette slide, c'est justement les critères qui sont spécifiques aux 70 ans et plus. Et donc, il y a une perte de poids, un indice de masse corporelle inférieur à 22, une réduction de la quantité de masse et de la fonction musculaire. Et on peut avoir un seul de ces critères qui suffit pour faire un diagnostic de dénutrition. Le vrai changement en fait par rapport et vous le verrez en fait sur la slide suivante, le vrai changement par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est que vous voyez l'albuminémie qui était bien présente en fait, notamment dans les anciens critères de diagnostic de la dénutrition, n'est plus présent dans ces nouveaux critères en termes de diagnostic, bien sûr, de dénutrition, puisqu'on a juste le poids, l'IMC et la masse musculaire qui permettent de faire un diagnostic de dénutrition. En revanche, l'albumine, on la retrouve, et la slide suivante, dans, pour le coup, la graduation de la dénutrition entre modéré et sévère, puisque modéré, donc c'est l'IMC entre 20 et 22, et sévère, c'est un IMC inférieur à 20, ou une albuminémie aussi inférieure à 30 grammes, inférieure ou égale à 30 grammes par litre. Donc là, on retrouve notre albuminémie, mais que dans le côté dénutrition sévère, mais pas dans le diagnostic de dénutrition. C'est important aussi dans la pratique clinique quotidienne, parce que là, c'est un vrai changement
notamment pour nous, les médecins, dans la prescription, qu'on peut faire aussi des bilans biologiques. La buminémie ne sert juste à graduer la dénutrition, mais pas à faire le diagnostic de la dénutrition. Slide suivante. Alors, c'est quoi les freins et les leviers qu'on peut voir? C'est toutes ces idées reçues et ces idées fausses de se dire que quand on vieillit, on doit perdre du poids et c'est normal de perdre du poids quand on vieillit parce que justement, on a moins faim. Ça, c'est une autre idée fausse de se dire qu'en fait, les besoins alimentaires et même les apports caloriques seraient diminués quand on vieillit. C'est complètement faux puisqu'on sait très bien même que les apports caloriques sont plutôt augmentés justement dû aux pathologies chroniques qu'on vient de voir précédemment et qui vont augmenter le catabolisme. Donc ça, c'est des fausses idées qu'il faut absolument casser et qui font qu'on a du mal à diagnostiquer justement cette dénutrition. Alors les contraintes logistiques et les contraintes économiques qu'on voit régulièrement, notamment en institution, l'isolement social, on en a parlé, l'alimentation peu goûtue ou parfois les textures. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument qu'on travaille. Bien sûr, nos récepteurs au niveau de la bouche ne sont pas exactement les mêmes en vieillissant, avec un besoin de pousser un petit peu le côté goûtu de l'alimentation pour permettre aux gens de manger correctement. Les textures aussi qu'il faut parfois adapter. Et aussi de se dire que notre schéma à 3 repas dans la journée, il est peut-être moins adapté quand on vieillit et qu'il faut peut-être faire fractionner les apports tout au long de la journée pour avoir justement les apports caloriques au long de la journée et pas forcément sur 3 repas qui seront des fois trop lourds pour les personnes âgées. Alors la médicalisation, l'accès aux soins, ça c'est toujours une vraie question et ça je ne vais pas le développer. Vous regardez juste la télé pour voir que c'est un sujet d'actualité partout, notamment cet accès aux soins. L'expertise diététique, notamment en EHPAD ou à domicile, qui est parfois difficile à avoir. Et puis la formation des professionnels de santé, toujours en se disant que la dénutrition, c'est difficile de faire comprendre que la dénutrition, c'est une maladie au même titre qu'une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. Alors, les leviers, alors je vais dire le levier, parce qu'en fait, pour moi, c'est la formation et la formation de tout le monde. Les médecins coordonnateurs, les médecins traitants, les aides-soignants, les infirmiers, les kinés, les cuisiniers, les intervenants du domicile et bien sûr les personnes elles-mêmes et leurs proches aidants. C'est de se dire que, en fait, il faut vraiment considérer que grâce à l'alimentation, grâce à la nutrition, grâce aux apports caloriques suffisants, en fait, ça permettra de garder leur autonomie, de garder leur capacité musculaire et de garder aussi, de les protéger contre les risques infectieux et de les protéger contre aussi les difficultés au niveau cutané, etc. et de maintenir cette autonomie le plus longtemps possible. Et donc, il faut que tout le monde s'investisse en fait dans la prise en charge de la nutrition de la personne âgée. Alors, ça, le matériel, c'est assez simple. Une balance et une balance et une balance. Il faut le poids et le poids. Il faut absolument que ça devienne quelque chose de simple. Alors bien sûr, je vous ai montré comment il fallait faire le diagnostic de la nutrition. Il fallait avoir l'impact sur la masse musculaire, etc. Mais en fait, il faut que les gens, dans leur quotidien, on leur demande le poids, qu'ils surveillent leur poids. Ils le font très bien. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui surveillent, qui sont diabétiques, et notamment un diabète de type 2 chez les sujets âgés qui est très fréquent. Ils surveillent, ils ont leur carnet de surveillance glycémique. Il y a maintenant des tensiomètres aussi à la maison que les gens mesurent leur tension artérielle, etc. La balance, c'est pareil, c'est un outil sur lequel il faut monter. Il faut monter régulièrement pour voir qu'en fait, quand est-ce qu'il y a une perte de poids, quand est-ce qu'il y a une question de la courbe de poids. Et donc ça, c'est vraiment le matériel que tout professionnel de santé et pas que de santé qui accompagne justement au domicile ou en institution, on doit faire monter les gens sur une balance et surveiller leur poids régulièrement. Et bien sûr, dès la question de courbe de poids, pouvoir agir, c'est le premier test de repérage, le poids. Slide suivante. Bien sûr, le diagnostic et donc tout ça, c'est promouvoir l'activité physique. Derrière, il faut pouvoir agir et essayer de promouvoir cette activité physique. Et si je vous ai mis cette image, c'est pas que, enfin, c'était pas complètement juste pour vous faire sourire. C'est que promouvoir l'activité physique chez les personnes âgées, c'est promouvoir l'activité physique en endurance. Donc ça, on l'imagine bien. On leur dit allez marcher, allez essayer de faire battre votre cœur un peu rapidement. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que l'activité physique en résistance, et donc ça, c'est vraiment c'est le côté musculation, c'est faire en sorte de renforcer la musculature musculaire et aussi efficace, voire plus efficace même que l'endurance. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un mix des deux activités, à la fois l'endurance, mais pas que. Il faut absolument leur faire de la résistance. Il faut les mettre dessous une barre, une presse. En tout cas, il faut qu'ils renforcent justement leur force musculaire pour pouvoir faire en sorte d'avoir une activité physique et maintenir leur autonomie le plus longtemps possible.
Et alors ça, c'est pour vous prouver que ce que je dis est vrai. Donc là, vous avez la coupe à gauche, vous avez la coupe d'un quadriceps d'un homme de 25 ans. Donc le point blanc au plein milieu, c'est le fémur. Tout autour, c'est en blanc, c'est la peau et quelques tissus graisseux qu'il n'y a pas beaucoup. Et le milieu, en gris foncé, c'est le muscle que vous voyez. Avec l'âge, donc 66 ans, quelqu'un de sédentaire, vous voyez que en fait, le muscle est infiltré de graisse et qu'on voit beaucoup plus de graisse autour du muscle, hein, sur un muscle, enfin sur une circonférence du quadriceps qui est quasi la même. Hein, mais donc vous voyez bien que pour le coup, la force et la fonction musculaire va être forcément altérée. Et juste en dessous, vous avez quelqu'un qui a le même âge et qui fait 12 500 pas par jour. Et donc, on se rend compte que son muscle est quasi identique à quelqu'un de 25 ans. Hein. Donc, comme quoi, l'activité physique, c'est efficace, ça marche sur tout, ça va marcher sur les risques de dénutrition, mais ça marche aussi sur le vieillissement en santé, sur la prévention des maladies cardiovasculaires, sur la prévention du cancer, etc. Activité physique et activité physique. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous parler du programme ICOP quand je vous parle aujourd'hui du webinaire, puisqu'en fait, le programme ICOP, c'est un programme de soins intégrés pour les personnes âgées qui intègre justement cette question de la nutrition, puisqu'en fait, l'OMS considère que pour vieillir en santé, il y a 6 fonctions essentielles: la mémoire, la mobilité, la nutrition, la vision, l'audition et la santé mentale. Et que si on entretient correctement ces 6 capacités, on peut espérer vieillir en santé. Ce programme, il s'intéresse aux personnes à partir de l'âge de 60 ans qui vont en fait télécharger une application. Alors, je vous ai mis le QR code de l'application dans la fiche que vous voyez en bas à droite. Et donc, en fait, les gens téléchargent l'application, s'autotestent. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Alors, ils s'autotestent ou alors ils font un autotest accompagné quand il y a un professionnel qui peut être autour d'eux pour les accompagner, notamment dans la première utilisation des fois de l'application. Ça génère un PDF des résultats et ça leur dit ensuite d'aller en parler à un professionnel de santé, non seulement pour leur donner des recommandations pour poursuivre leur vieillissement en santé, et aussi s'il y a en fait une altération sur un des tests de repérage. Alors par exemple, sur la nutrition, justement, on les interroge sur la perte de poids. S'il y a une perte de poids, et bien en fait, derrière, le professionnel de santé qui va voir ce petit drapeau rouge en fait dans le résultat PDF qui aura été généré par l'application doit faire une évaluation plus approfondie pour dire pourquoi il y a une perte de poids. Est-ce qu'en effet, il y a une carence d'apport? Est-ce qu'il y a un hypercatabolisme? En tout cas, faire une évaluation plus approfondie. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Pour ensuite, l'étape numéro 3, proposer un plan de soins personnalisé à la personne. Et ensuite, l'étape 4, le suivi du plan de soins. Et l'étape 5, c'est l'implication de l'ensemble des professionnels et des collectivités dans tout le plan de soins qui pourrait être proposé. L'intérêt du programme ICOP, c'est de se dire qu'on va faire à la fois du repérage précoce d'une capacité qui serait altérée pour pouvoir intervenir justement précocement et faire en sorte que ça soit réversible. Et le deuxième avantage du programme ICOP, c'est un vrai programme, comme moi je dis souvent, d'éducation à la santé, hein, puisqu'en fait, à partir de l'âge de 60 ans, en fait, vous vous dites, si je veux continuer à vieillir en santé, il faut que j'entretienne ma mémoire, ma mobilité, ma nutrition, ma vision, mon audition et ma santé mentale. Et parce que ce test, vous le refaites tous les 6 mois. Et donc, tous les 6 mois, vous refaites cet autotest qui dure à peu près, quand vous êtes bien rodé, à peu près 10 minutes. Donc, vous prenez 10 minutes pour en fait vous autotester. Alors, peut-être un petit focus sur la fiche qui est à droite de l'écran. Parce que quand là, je suis en train de vous parler d'un programme de vieillissement en santé sur lequel il faut entretenir 6 capacités, etc. Quand vous abordez quelqu'un qui a 60 ans, qui est toujours en activité professionnelle, qui ne se sent absolument pas fragile, en lui disant on va faire un programme de vieillissement en santé, en fait, il grince un peu des dents. Et donc, c'est important de pouvoir aborder les gens avec un message positif de ce sujet-là. C'est pareil, hein, c'est sur la partie nutritionnelle qui est notre sujet du jour. On n'est pas là pour faire un dépistage de la dénutrition, mais plus pour maintenir une nutrition adaptée qui leur permet de continuer à être autonome le plus longtemps possible. Et plus on va positiver le sujet, plus on va pouvoir avoir une compliance à un programme comme celui d'ICOP le plus longtemps possible. Ce n'est pas un programme de prévention de la dépendance, mais un programme de maintien de l'autonomie. Et donc, vous voyez sur cette affiche, on leur demande juste comment allez-vous. Passé 60 ans, c'est le bon moment de vérifier si tout va bien pour pouvoir continuer à maintenir son autonomie. Et ça, c'est vraiment l'abord qu'il faut essayer d'avoir, parce que tant qu'on va être sur des choses négatives, les gens vont avoir du mal à accrocher sur le sujet, alors qu'en fait, il faut essayer qu'on aborde le sujet de façon
positive en disant on veut maintenir votre autonomie et vous êtes acteur de votre propre santé. Slide suivante. Donc pour conclure, si vous avez bien compris mes messages, il faut peser, peser et peser et demander l'appétit. J'allais dire, c'est les deux critères au niveau nutritionnel. C'est en termes de repérage, hein, bien sûr. Je ne vais pas sur la partie évaluation, mais en termes de repérage, il faut faire peser les gens. Il faut que les gens se pèsent et soient acteurs de leur propre pesée, hein, pour pouvoir alerter et bien sûr connaître leur appétit et ce qu'ils ont une perte d'appétit. Ensuite, s'il y a une perte de poids, il faut bien sûr chercher les facteurs favorisants, faire une évaluation plus approfondie, initier une prise en charge nutritionnelle individualisée. Donc ça, c'est vraiment important. Comme l'histoire de l'activité physique, on n'a pas tous envie de manger la même chose. En fonction de notre culture, on ne mange pas exactement aussi la même chose au nord de la France qu'au sud-est, qu'au sud-ouest et qu'en Bretagne. L'activité physique et l'exercice, et puis j'ai fait un petit focus parce qu'on commence l'hiver et on sait que beaucoup de nos personnes âgées sont très carencées en vitamine D. Et donc, c'est important d'avoir aussi une supplémentation en vitamine D. Évidemment, j'en parle pas parce que c'est le sujet qui suit, mais sans dents, sans bouche propre, sans bouche correctement, on ne mange pas. Mais ça, c'est le sujet qui va arriver. Donc, je n'ai absolument pas abordé le sujet, Anne, pour vous laisser la parole sur la thématique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur. Merci en particulier parce que c'est un sujet, en tout cas à l'Institut Nutrition, dont on pourrait toujours avoir la prétention, mais on l'évite évidemment, de bien le connaître. Et il y a encore des subtilités que vous avez apportées qui, en tout cas, moi, nourrissent des réflexions. Donc, je vous remercie. Et je vais effectivement donner la parole au docteur Abbé Deniso pour faire un focus sur la santé bucco-dentaire. Alors, bonjour à tous. Eh bien, moi, je vais me battre contre les idées reçues parce que je pense que c'est notre premier ennemi en réalité. Il y en a qui se posent la question comment on arrive à être dénutri, en partie à cause des idées reçues. Par exemple, la viande, j'aime plus trop, c'est trop difficile à manger. Pourquoi? Parce que soit on n'a plus les dents pour le faire, soit on a de l'appareil qui blesse, voilà, mais trop de personnes âgées à domicile ont déjà perdu leur chirurgien dentiste parce que il est parti à la retraite lui aussi, que trouver un nouveau chirurgien dentiste c'est pas si facile, qu'elles sont déjà dans une perte de mobilité même si elle est relative et du coup elles se donnent pas trop de mal, et elles se disent le dentiste pourquoi faire? De toute façon, ça va être cher, puis ça vaut pas le coup parce que je vais pas durer longtemps. Parce que ça, c'est l'autre idée qui nous reste. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nos personnes âgées dépendantes à la maison ou en cours qui vont commencer à être dépendantes, qui sont persuadées qu'elles vont mourir vite. Ce n'est pas vrai, malheureusement, comme l'a expliqué le professeur Fougère auparavant. Et donc, on a encore, j'ai une dent cassée, mais c'est pas grave, je vais voir ça plus tard, ça va être trop cher, je ne sais plus où aller. Voilà, de toute façon, à mon âge, on n'a plus besoin de manger autant, parce que ça, c'est quand même une autre des idées reçues sur laquelle il faut qu'on se batte. On n'a plus besoin de manger autant. D'une part, c'est pas vrai, et surtout, il faut qu'on mange différemment. Donc, est-ce que ça passe avant tout par un bon suivi dentaire? Bien sûr, parce que sans dents, vous ne faites pas grand-chose quand même. Allez-y. Alors, pour moi, il faut limiter les pathologies, effectivement, maintenir l'autonomie de nos sujets, c'est sûr. Et pour prévenir, ça passe par ce suivi dentaire. Parce que, en fait, si dès 50 ans, on est attentif à notre bouche et qu'on ne perd pas de dents, qu'on arrive avec une dentition complète ou quasi complète et un coefficient masticatoire suffisant quand on est en âge, eh bien, on a beaucoup moins ce problème de dénutrition. Et on a fait une corrélation très exacte entre le nombre de couples qui vous permettent de manger et votre espérance de vie. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Et pourquoi? Eh bien, parce que si on ne mâche pas, eh bien, forcément, on ne peut pas bien manger. Voilà. Et pourquoi c'est pas bien repéré? Il y a effectivement tout ce qu'a dit M. Fougère avant, mais on n'ouvre pas trop la bouche de nos personnes âgées. En fait, on ne regarde pas et on a tort parce que des fois, on a des mauvaises surprises. Donc, je ne vais pas refaire ce qu'il a dit, mais je voudrais quand même préciser quelques petits points. C'est-à-dire que si on a un mauvais état du tuyau dentaire, effectivement, on perd de la force musculaire. Eh bien, vous seriez étonné de voir à quel point on la perd aussi au niveau de la mastication. C'est-à-dire qu'on passe chez une personne jeune d'un coefficient avec un bon coefficient masticatoire, il a une bonne force
pour mastiquer. Mais la personne âgée, quand elle perd ses muscles, elle perd aussi sa capacité à mastiquer correctement. Donc ça aussi, ça va jouer dans la difficulté de se maintenir en bonne santé et du risque de dénutrition. Et effectivement, la bouche aussi, c'est notamment les gencives, le parodonte, on en parle moins, mais on sait que cette inflammation qu'on peut avoir au niveau de la bouche si on ne se brosse pas les dents régulièrement ou si on ne fait pas attention à ça, c'est une infection qui va agir sur l'ensemble de la santé parce qu'en augmentant ce facteur immunitaire inflammatoire de façon importante, parce que dans la bouche, en fait, il y a beaucoup de surface, quoi qu'on en pense, eh bien, on diminue sa résistance aux autres pathologies parce que le corps, il est obligé de se battre contre ça et du coup, il a moins de capacité. Et en plus, on fournit un joli terrain pour fournir des bactéries pour les autres organes. Pour vous donner une idée, la surface dans la bouche de la surface du parodonte, des joues, de tous les tissus mous que vous avez dans la bouche, c'est l'équivalent du dessus de votre avant-bras en fait. Donc imaginez que vous avez une infection sur le dessus de votre avant-bras, forcément vous n'êtes pas en forme. C'est juste pour relativiser un peu les difficultés. Je vous laisse continuer. Et en plus, hein, ça tourne en rond cette affaire parce que si vous avez une baisse de la force musculaire, bah, vous avez des difficultés à mastiquer. Si vous avez des difficultés, vous mangez moins de protéines. Quand vous mangez moins de protéines, bah, vous perdez du muscle, etc. etc. Donc, on a un espèce de cercle vicieux et on a cette idée reçue que si on ne mange pas de viande, ce n'est pas très grave. Si on ne mange pas de protéines, ce n'est pas grave. On en a moins besoin quand on est vieux et c'est faux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ennuyeux. Allez-y, allez-y. Hop, pardon. Donc, là, je voulais vous montrer ce qu'on peut voir dans une bouche si on ne fait pas attention. Donc, vous avez sur la photo la plus à gauche un petit abcès sur le côté, mais surtout une plaque dentaire. Et vous voyez bien comme la gencive est quand même très abîmée et comme ça peut créer un terrain inflammatoire et des mobilités et du coup la perte des dents au final. Et de l'autre côté, vous avez une prothèse qui n'a pas été maintenue. Donc entre-temps, on a perdu des dents, ça s'est cassé, voilà. Une prothèse comme ça, elle ne sert pas à grand-chose et en plus, elle fait mal, bien souvent, parce qu'elle est devenue inadaptée, parce que du coup, elle bascule. Donc ça, ce n'est pas des choses qui vont favoriser, évidemment. Donc, je rappelle quand même que la bouche, c'est un tissu qui est extrêmement vascularisé. L'os est très vascularisé, la gencive aussi. Donc, quand vos bactéries sont dans la bouche, elles ont quand même une assez grande facilité à se déplacer un petit peu partout, parce qu'elles ne sont pas sur une autoroute, mais presque. Et donc, on a beaucoup plus d'infections pulmonaires, de rhume et d'autres problèmes, évidemment, et aussi sur les autres organes, quand on a une bouche avec des infections. Et cet abcès que vous avez vu là tout à l'heure, il passe inaperçu. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il est chronique. Quand il est chronique, il ne fait pas mal. Il ne fait mal que quand il devient aigu. Mais le problème, c'est qu'il est à bas bruit tout le temps. Il est tout le temps là si le dentiste n'est pas passé. Continuez. Donc, voilà pourquoi, vous voyez, cette infection-là, elle est chronique, mais elle n'est pas toujours douloureuse, malheureusement. La carie a créé un trou dans la dent, a accédé au nerf, le nerf s'est nécrosé, et derrière, ça s'infecte. Ça ferait les bactéries. Les bactéries à cet endroit-là sont indélogeables si vous n'allez pas les chercher mécaniquement. Donc, vous avez une infestation régulière au long cours. On continue. Alors, la perte des dents, si on ne les remplace pas, c'est un problème. Entretenir les appareils, c'est un problème. Et les caries, chez la personne âgée, vont détruire les dents, et notamment au niveau des collets. Et elles vont les scier comme si elles les sciaient à la base de la dent. Et donc, on va les perdre. Tout d'un coup, on va se mettre à les perdre assez vite. Tout d'un coup, on va avoir, parce qu'on a laissé passer toutes ces caries du collet, elles ont creusé petit à petit, elles ont créé une difficulté et ça s'arrête. Alors aussi, pourquoi? Parce que nos personnes âgées, quand elles mangent plus de viande, elles remplacent, mais elles ne remplacent pas parce qu'il faudrait. Elles aiment bien tout ce qui est sucré, elles aiment bien tout ce qui est facile à manger, tout ce qu'on ne mastique pas. Résultat, eh ben, ça va rester plus collé aux dents et coller plus de caries. Allez-y.
Alors, l'articulation de la mâchoire, c'est très important de comprendre que quand vous maintenez vos couples molaires derrière et les dents devant, quand vous serrez les dents, en fait, vous avez une perception de votre équilibre. La seule articulation suspendue qu'on a de cette façon-là, c'est la mâchoire. Et cette mâchoire, elle intervient, alors elle n'est pas du tout la seule, mais elle intervient dans l'équilibre, la notion d'équilibre que vous avez quand vous êtes debout. Votre cerveau interprète évidemment essentiellement visio, oreille interne, on est d'accord, mais aussi la proprioception de la position de votre mâchoire. Alors, quand vous avez perdu la vue, ou en tout cas qu'elle a diminué, que votre oreille interne elle fonctionne moins bien, et qu'en plus votre mâchoire elle n'est pas équilibrée, vous tombez. Le fait de rééquilibrer la mâchoire et de mettre les appareils limite considérablement le risque de chute. Continuez. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu, effectivement. Donc là, je vous ai mis une photo d'une personne plus jeune où vous voyez ces caries qui sont développées le long du collet. Alors pourquoi? À cause de la polymédication en quelque sorte. Parce que la baisse de la salive, qui est quand même l'élément le plus protecteur des dents, va causer ce genre de choses. C'est-à-dire que comme on a moins de salive, bah, du coup, la plaque va rester collée aux dents. Où est-ce qu'elle reste collée? Surtout entre la gencive et la dent. Et elle va détruire l'émail à cet endroit-là et elle va commencer à creuser à ce niveau-là. Et on peut arranger ça. On peut avoir des dentifrices plus fluorés, on peut avoir des vernis qu'on peut mettre. On peut se battre contre ça. Ce n'est pas du tout une fatalité. C'est plutôt la personne âgée aussi, qui fait moins attention à elle, qui peut-être a des problèmes de mouvement, qui ne peut plus lever le bras ou qui se fatigue. Et toutes ces choses-là, voilà, peuvent amener ce que vous voyez là. On continue. Ah oui, celle-là. Alors, celle d'avant, si on la remet, allez-y, revenez en avant. Là, vous voyez qu'il y a ces caries du collet qui ont été corrigées en haut, mais après, pas maintenues. Parce qu'effectivement, il faut y retourner, il faut surveiller et il faut revoir. Voilà. Continuez. Alors, pour lutter contre la sécheresse buccale, ben, ça c'est un vrai problème, hein, mais vous savez tous le faire. Il faut boire régulièrement. Il faut parfois utiliser des salives si vraiment c'est très ennuyeux. Et en tout cas, il faut en parler et il faut neutraliser le pH salivaire. Alors, il y a des dentifrices, il y a des bains de bouche qui nous permettent de le faire. Et il y a aussi des salives artificielles. Attention aux salives artificielles, il y en a qui sont sucrées. Il faut essayer d'éviter. Voilà. Alors, la visite chez le chirurgien dentiste, elle est importante. Pourquoi? Déjà pour contrôler. Essayer de repérer les facteurs de risque pour éventuellement les diminuer et puis pour soigner s'il y a besoin. Mais votre travail à vous, ça va être de vérifier l'accessibilité effectivement. Est-ce que c'est facile d'y aller? Fournir les antécédents parce que pour pas multiplier les rendez-vous, parce que quand on n'a pas les antécédents, du coup, même s'il y a une extraction qu'il faut faire, on n'a pas les antécédents, on ne va pas toucher, vous allez être obligé de revenir. Voilà. Et selon le niveau de risque, le chirurgien dentiste et vous allez décider à quel rythme il faut revenir, même si tout semble aller bien, parce que cette diminution de la salive, elle vient aussi avec l'âge. C'est aussi cette diminution de salive qui va modifier la perception de l'alimentation pour la personne âgée. Alors, parce qu'on a des papilles sur la langue, et ces papilles, elles sentent le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Et tout ça, ça rentre dans la qualité de la façon dont ils s'alimentent. Parce que la personne âgée, elle va perdre petit à petit ces sensations-là. Et celle qu'elle va garder le plus longtemps, c'est celle du sucre. C'est pour ça qu'ils aiment bien manger sucré, parce que ça, ils le sentent encore. Donc, pour limiter la dénutrition, il faut aussi penser à s'intéresser à ce que la personne ressent quand elle mange, lui poser la question si elle sent le goût ou pas. Et pour vous donner un exemple très précis, entre une fraise et une framboise, une personne âgée va très vite plus sentir le goût de la framboise parce qu'il est relativement léger finalement, il va disparaître, alors que la fraise, comme elle a cette acidité, elle va la sentir quand même. Et donc, on va peut-être choisir nos aliments différemment pour donner envie de manger, c'est-à-dire être attentif à mettre des épices, utiliser des choses qui commencent à avoir du goût. Tout ça, ça va être important parce que cette personne âgée qui perd la sensation du goût, elle perd aussi le plaisir de manger. Et si elle perd le plaisir de manger, eh bien, petit à petit, elle se dénutrit. Donc ça, c'est un autre point auquel il faut faire attention. Allez-y.
Alors, le brossage, des fois, on peut apporter des aides techniques pour qu'ils continuent à être autonomes, à se brosser tout seuls, mais parfois, ils peuvent avoir du mal à garder la bouche ouverte. Alors ça, pour les personnes qui travaillent en EHPAD, une petite cale sur le côté, ça peut aider pour faire un brossage efficace et rapide. Le brossage matin et soir, c'est l'idéal. S'il y en a que un qui est supervisé, alors il vaudrait mieux que ce soit celui du soir à choisir. Après, des fois, je sais qu'on ne peut pas choisir. Mais en tout cas, brosser le dos de la langue quand elle est chargée pour qu'elle garde cette capacité à ressentir les goûts, c'est important. Pourquoi les langues sont chargées? Parfois, si on ne fait pas attention, il y a des mycoses qui se mettent en place et ces mycoses aussi perturbent le goût et rendent l'alimentation très inconfortable. Et du coup, les patients, ils ne mangent plus non plus parce que de toute façon, ils ont juste un goût métallique dans la bouche, donc ça ne les intéresse plus. Allez-y. Donc, vraiment, vraiment, penser que tout va ensemble. La surveillance, l'alimentation, la capacité à manger. Il y a des dentifrices fluorés avec du fluor plus important qui sont utilisables sur les personnes âgées, qui donnent de très bons résultats, notamment quand on a une perte salivaire ou un pH qui diminue. Il y a les vernis fluorés qu'on peut poser. Il y a aussi des bains de bouche au fluor. On va trouver la solution qui va être la plus adaptée à la personne qu'on a en face de nous, bien sûr. Et surtout, vous les aidants, pensez à leur demander s'ils se brossent les dents et, excusez-moi, mais faites-leur ouvrir la bouche parce que vous pourriez avoir des surprises. Et surtout à la maison, parce que quand ils sont à la maison, on a encore la capacité assez facilement de les amener chez le dentiste. Quand ils sont en établissement, ça devient encore plus compliqué. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place assez tôt et ne pas penser que c'est inutile. Continuer. Alors, l'entretien des prothèses, ça c'est pareil. Une prothèse mal entretenue va perturber le goût de la personne âgée. Et elle va, même si vous avez un complet, c'est important de le nettoyer. Parce que si on laisse trop de choses dessus, notamment dans l'intérieur de la prothèse, eh bien d'abord, cette prothèse petit à petit, comment elle tient? Les prothèses totales, elles tiennent par effet d'adhésion. Donc, il faut penser que l'os, malheureusement, diminue avec le temps, c'est vrai. Mais plus on a une prothèse propre avec une bonne adhésion, moins on aura de pertes osseuses et moins la prothèse deviendra inadaptée. Par contre, quand on voit que la prothèse est inadaptée, il faut envoyer chez le dentiste pour voir si on peut reprendre ça. Et parfois, juste avec un petit rebasage, on obtient de très bons résultats, un effet ventouse qui est meilleur. Voilà. Et puis surtout, bien nettoyer aussi l'intérieur parce que quand vous nettoyez pas l'intérieur, ces bactéries que vous laissez là-dedans vont perturber le goût et la qualité de la langue. Continuer. Donc, toujours le faire au-dessus d'un récipient, au-dessus d'un lavabo, parce que avec de l'eau dedans, parce que quand vous les faites tomber, vous pouvez les casser. Elles ne sont pas très fragiles, mais quand même, elles sont, des fois, on est dans le lavabo et puis on laisse tomber d'un peu haut et ça peut casser les bords. Donc, on met toujours un peu d'eau au fond. On ne la laisse pas tremper. On la nettoie, on la rince, on la fait sécher. On peut la garder la nuit si on le souhaite. Ça, c'est vraiment très personnel. L'idée reçue qu'on ne pouvait pas les garder la nuit vient du fait que dans les temps anciens, il y a 20, 30 ans, on avait des résines qui relarguaient du monomère et qui gardaient un goût. Et effectivement, du coup, pour reposer la gencive, on disait il faut enlever la prothèse. Actuellement, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de prothèses qui relarguent, elles n'ont plus de goût. Donc, c'est vraiment le confort de du patient. Est-ce qu'on lui garde, est-ce qu'on lui enlève? C'est lui qui décide comme il se sent bien. Mais surtout, en établissement, il ne faut pas oublier de lui remettre le matin pour l'emmener au petit déjeuner. Parce que très souvent, malheureusement, ça m'est arrivé de passer dans un établissement et il n'a pas sa prothèse parce qu'on a oublié de lui rendre. Et pas par méchanceté, mais tout simplement parce qu'on a beaucoup de travail. Moi, quand il y a des appareils partiels avec des dents conservées, je conseille aux patients de garder son appareil parce que pour les raisons d'équilibre que je vous ai citées, quand il n'a pas son appareil, il n'a pas le même équilibre. Et quand il se lève le matin sans son appareil, son risque de chute est plus grand parce qu'il est perturbé. Et le cerveau, il est malin, mais jusqu'à un certain point. Il interprète les choses quand on a l'appareil et il interprète les choses différemment quand on l'a plus. Donc ça va nous perturber de passer de l'un à l'autre. Alors que si vous l'avez tout le temps et que vous l'enlevez 3-4 fois par jour, vous le rincez, vous le remettez directement, eh bien vous n'aurez pas cette perturbation. Le cerveau enregistrera correctement les données. Donc,
Tenir compte de l'autonomie du résident, bien sûr. Un résident qui se brosse bien les dents tout seul, on ne va pas le faire à sa place, c'est une évidence. Même à la maison, hein, je dis ça. Mais vérifiez qu'il le fait quand même, parce que des fois, ils vous disent qu'ils le font, puis ils ne le font pas. Ou des fois, ils ne le font pas bien. Des fois, ils font toujours le même côté, et puis jamais l'autre. Il faut quand même les regarder faire pour se rendre compte. Moi, j'ai des patients qui brossent très, très bien le haut. Puis ils oublient le bas, ou ils passent à autre chose. Voilà. Donc, il y en a qu'il faut accompagner. Il y en a, on va juste rester à côté, puis on va leur dire, oh, mais vous avez oublié le haut, et allez, insistez un peu plus en bas, et ça suffira. Et il y en a qui vont être encore plus dépendants, où là, il faudra faire le geste pour eux. Évidemment, le geste qui est le plus adapté, on parle bien de protocole individuel. Voilà. Et pour les aidants, c'est important de faire un examen de bouche tous les 3 ou tous les 6 mois en fonction, parce que parfois, il y a des blessures dont les personnes ne se plaignent pas. Le problème des personnes âgées, c'est qu'ils ne se plaignent pas. C'est un peu comme les enfants. Les enfants, c'est pareil. Ils ont mal une fois, ils vous le disent, et puis après, ils ne vous disent plus rien, ils gardent leur douleur. Les personnes âgées, c'est pareil. Elles pensent que c'est normal, et du coup, elles ne vous le disent pas, et la situation ne fait qu'empirer. Donc, bien vérifier la capacité masticatoire. Quand vous avez des appareils, les faire serrer les dents pour voir si cet appareil est bien stable, s'il ne bouge pas. Quand les crochets commencent à s'écarter, parce qu'avec le temps, des fois, ça arrive, il faut demander au dentiste de les resserrer. C'est souvent très simple. Remplacer les dents manquantes. Ne pas mettre que l'appareil du haut et pas l'appareil du bas. C'est ce que vous voyez sur cette diapo. Parce qu'en fait, quand vous avez que l'appareil du bas, pas l'appareil du bas, du coup, ça bascule. Du coup, ça ne sert à rien. Pas grand-chose, en tout cas, c'est joli, voilà, mais ça ne sert pas à manger. Continuez. Voilà, puis le brossage, mais ça, vous connaissez, ça, je ne vais pas vous redire comment brosser les dents. Voilà. Alors, petit adjuvant qui est important, revenez en arrière un petit peu. Le petit adjuvant qui est important chez les personnes âgées. Maintenant, on a de plus en plus de personnes qui viennent en maison de retraite dentées. C'est-à-dire qu'ils ont des dents, beaucoup de dents. Et puis, ils ont des implants parfois. Donc, l'utilisation des brossettes est quelque chose qui peut être important, ou du jet dentaire. Il y a des jets dentaires aussi maintenant qui sont assez pratiques, plus de fils, où on a juste le réservoir dans la boîte. Ça peut vous simplifier la vie à la personne et à vous, et il ne faut pas hésiter à y avoir recours, parce que les espaces centreurs dentaires, c'est ça qui a le plus de bactéries. Pour vous donner une idée, on a à peu près un petit milliard de bactéries sur la surface de la dent, mais quand on va aller mesurer le nombre de bactéries dans l'espace interdentaire, on va en trouver une petite dizaine de milliards. Voilà. Pourquoi? Parce que la brosse à dents, elle ne va pas y accéder. Et comme vous avez eu un déchaussement et que la gencive n'est plus là pour remplir cet espace, il va se remplir de débris. Et du coup, il faut aller nettoyer avec le fil dentaire quand il n'y a pas beaucoup de place. Mais c'est souvent la brossette ou le jet dentaire avec les personnes âgées. Voilà. Et je pense que on est tous d'accord sur ce qui peut amener à la dénutrition, hein, mais trop souvent, les personnes qui accompagnent n'osent pas, et on peut comprendre, parce que c'est rentrer dans l'intimité d'une personne que de rentrer dans une bouche, donc c'est effectivement délicat. Mais malgré tout, c'est aussi le rôle des aidants familiaux et des aidants professionnels de faire ouvrir la bouche pour vérifier que cette bouche, elle peut fonctionner correctement. Vous voyez encore mes slides, docteur Abbé Denisot? Alors, s'adapter au degré de dépendance, c'est comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Motiver quand ils peuvent se débrouiller tout seuls, mais vérifier. Voilà. Et puis la clé, oui, l'alimentation, le contrôle de plaque, le suivi dentaire, rien de neuf finalement. Ce qu'on fait pour nous quand on a 20, 30, 40 ans, 50 ans, il faut continuer à le faire. Pour vous donner un chiffre, les personnes âgées qui rentrent en établissement, il n'y en a plus que 17% qui ont encore un dentiste. C'est évidemment pas normal, parce que c'est un moment où ils en ont vraiment besoin. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je conclus l'ensemble des deux présentations, même s'il y a plein d'éléments qui ont été évoqués. Et c'est parfois dans les détails qu'on apprend les choses. Donc là, c'est plutôt une synthèse assez macro. Donc, ça, effectivement, on l'a entendu dans vos deux interventions, prévenir plutôt que guérir ou subir les conséquences grâce à un repérage systématique
Et effectivement, le repérage systématique va s'appuyer sur le dernier point, qui est celui de la formation. Les praticiens vont être en mesure, même quand ils ne sont pas dans leur spécialité, je pense aux diététiciennes notamment, de dire faites ouvrir la bouche de vos patients. Je trouve que c'est un conseil quand même accessible et qui peut aider et nous permettre d'être au cœur de notre mission en pluridisciplinarité. Donc, c'est vrai que la formation continue, la formation pluridisciplinaire favorise l'acte de prévention, mais y compris sur les aidants familiaux. L'approche multidisciplinaire, voilà, je viens d'aborder un petit peu tous les points de façon entremêlés, mais c'est vrai que je pense que nos seniors ont tendance à attendre d'avoir mal pour aller regarder ce qui se passe, et encore, ils ont plutôt une tolérance assez élevée avec la croyance de ça vaut pas le coup vraiment, et voilà. Et en plus, qui va m'emmener et ça va embêter mes proches et nana. Et donc, c'est sûr que cette approche multidisciplinaire avec aussi des points de sensibilisation pour les aidants dont on connaît la charge déjà lourde, mais néanmoins, elle le sera moins d'aller faire un rendez-vous dentiste pour se mettre d'équerre que après, quand la personne est déséquilibrée, qu'elle chute et qu'il y a une perte d'autonomie. Donc, c'est vraiment aussi, je pense, aborder la prévention sur un angle positif et gagnant pour aussi l'aidant, pour lequel on sait que la charge est déjà importante. On aurait pu rajouter ici lutter contre les idées reçues, parce que c'est vrai que à l'Institut Nutrition, et en fait, ce n'est pas du tout exhaustif, parce que une des derniers dossiers qu'on a sortis, c'est un baromètre de l'alimentation des seniors au domicile. Et effectivement, quand on les interroge, on retrouve les fameuses idées reçues du j'essaie de manger léger pour ne pas prendre de poids, je pense que j'ai des besoins nutritionnels diminués par rapport à quand je travaillait. Et donc, ça, c'est plus d'un senior sur deux. Donc, il y a vraiment cette idée, et c'est ce qui a donné l'idée à l'Institut Nutrition. On a déjà développé une fresque de la dénutrition en EHPAD, donc à destination des professionnels, dans une approche tout à fait pluridisciplinaire, avec les chefs de cuisine, les directions d'établissement et les soignants de proximité, et les soignants, les médecins co aussi. Donc ça, c'est un format qui est vraiment éprouvé. Et pendant la semaine de lutte contre la dénutrition, il va y avoir sur l'ensemble du territoire plus d'une trentaine de fresques de la dénutrition en EHPAD qui vont être animées. Mais ça, c'est quand on est en EHPAD. Donc, l'Institut Nutrition tire le fil, et fort des constats et des échanges que l'Institut peut avoir avec les experts, travaille aujourd'hui à la fresque du bien vieillir à destination des seniors eux-mêmes et des aidants. C'est marqué non professionnel pour dire que c'est une cible stratégique pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait besoin d'aide au domicile. Et donc là, ce sera des séances et des ateliers participatifs en ville. Et et je suis très sensible à l'argument et au petit conseil du professeur Fougère à cet égard, arriver, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé fresque de la dénutrition, fresque du bien vieillir en santé. Voilà, c'est sûr qu'il faut, pour que les gens aient envie de venir, qu'ils sentent qu'il va y avoir un plus, et qu'en fait, voilà, c'est vraiment important d'avoir cette approche-là. Donc, nous, on travaille vraiment pour cet outil pour 2026. Vous pouvez retrouver les résultats de notre baromètre de l'alimentation des seniors à domicile gratuitement sur le site de l'Institut Nutrition. Et après, je me connecte pour regarder vos questions. J'en ai noté quelques-unes de mon côté également. On va lancer, suite au baromètre de l'alimentation des seniors à domicile, et ça a fait écho à ce que vous avez partagé l'un et l'autre, on va travailler sur un think and do tank avec qui veut, professionnels de santé, industriels, médecins, experts, chirurgiens, dentistes, pour se dire, est-ce que du côté des industriels, il y a des offres non stigmatisantes qui pourraient être plus adaptées, notamment pour maintenir le goût, la perception du goût, et donc maintenir le plaisir. Voilà,
de travailler de façon pluridisciplinaire à l'élaboration de solutions nouvelles, en particulier pour le domicile en ce qui concerne cette initiative du think tank. C'est Think and Do Tank, parce que ça n'a pas vocation à être juste intellectuel, ça a vocation à ce que ça puisse descendre jusqu'à des initiatives et des services qui sont clés et ancrés dans les besoins de nos patients et de nos professionnels. Voilà pour les actualités de l'Institut Nutrition. Je me déconnecte de cela et je regarde. Il y a des questions. Merci pour les questions. Alors, en tant qu'ancienne assistante dentaire, aujourd'hui indépendante, je m'intéresse beaucoup à la prévention bucco-dentaire chez les seniors et les enfants. Comment encourager les établissements à intégrer plus systématiquement cette dimension dans leur action de lutte contre la dénutrition? Qui aurait envie de répondre? Moi, je peux commencer. Il faut que, de la même manière qu'on engage j'allais dire un projet de vie à l'entrée, notamment en établissement médico-social, dans les EHPAD, en leur demandant ce qu'ils aiment voir comme film, comme activité, etc. Je pense que la question à la fois de ce qu'ils aiment aussi au niveau alimentaire pour la partie nutritionnelle et aussi comment ils ont engagé leurs soins bucco-dentaires précédemment à leur entrée en institution, je pense que ça doit faire partie des questions, d'une checklist indispensable pour pouvoir engager des actions avant que les problèmes arrivent. Je l'ai dit dans mes propos, hein, l'entrée en EHPAD, c'est 87 ans d'âge moyen. Donc, en fait, avec 2,1 ans, je vous dis, de temps en EHPAD, pour des gens qui s'ils viennent en EHPAD, c'est qu'ils sont dépendants, en tout cas sur un des actes de la vie quotidienne. Et donc, il faut faire en sorte que leur qualité de vie et la nutrition et le bucco-dentaire en fait largement partie, soient optimales. Et donc, en fait, il faut que dès l'entrée en institution, on arrive à en faire une checklist obligatoire pour pouvoir intervenir avant qu'il y ait des problèmes. La question, c'était comment encourager les établissements? Est-ce que la difficulté, c'est qu'ils ne l'ont pas dans le radar, à votre avis, ou c'est qu'ils n'ont pas le temps, ou les professionnels, pour activer cette dimension bucco-dentaire auprès des seniors? Alors, quand je disais que... En fait, il y a des établissements... Pardon. Non, quand je disais que en fait, ça doit être automatique, c'est qu'en fait, il faut absolument que ça. Quand je dis comment on les stimule, en faisant quelque chose un peu d'obligatoire à l'entrée, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu dans ce sens-là, parce que l'histoire du temps, alors on l'a tous, hein, mais en fait, le temps de l'arrivée à l'EHPAD, j'ai pas dit qu'en fait il fallait passer une journée avec la personne, à lui faire une checklist à la fois sur ses vaccins, sur ses machins, etc. Ça peut être fait quand même sur, j'allais dire, une première semaine, les 15 premiers jours. On est, je vous dis, sur un temps qui est plus long, entre guillemets, que c'est quelqu'un qui est hospitalisé, qui reste 4 jours, 5 jours dans un service et sur lequel il faut mener les actions très rapidement. Là, on est sur un temps qui est un peu plus long, mais en tout cas, il faut que ça rentre dans une habitude. En fait, pour que ça rentre en fait dans une sensibilisation quotidienne, il faut que ça devienne une habitude et que ça rentre dans un checklist de la même manière qu'on pose les questions, je vous dis, sur les films qu'ils aiment au cinéma, quoi. Ok. Oui, merci. Mais on voit que dans les établissements qui s'y intéressent et qui rendent les choses un peu plus protocolaires, ça fonctionne plutôt pas mal, avec un contrôle tous les 6 mois ou tous les 3 mois quand il y a un risque plus important, avec une grille. Hein. C'est une grille qui permet à la personne qui n'est pas dentiste, évidemment, on est bien d'accord, de cocher sur certaines cases et de pouvoir du coup orienter, est-ce qu'on doit aller voir le professionnel ou est-ce que c'est pas nécessaire, il suffit de faire attention. Il est évident que si les protocoles de brossage sont faits, c'est beaucoup plus simple pour le maintien, parce que quand il y a du turnover de personnel, quand il y a un remplaçant, au moins il sait quoi faire. On n'est pas dans le brossage tout nickel. Si vous me demandez si on doit brosser les dents à tout le monde super bien, machin, non, on va s'adapter à la personne qui est là. Mais si déjà, même si elle est un peu résistante, on a un protocole qui lui permet d'aller à l'essentiel et de limiter le risque, eh bien, ce sera très bien. Donc, ces protocoles à écrire individualisés, c'est important. Et il faut les faire évoluer, parce que la personne n'en est pas d'elle évolue aussi. Mais quand elle arrive, souvent, elle se brosse les dents au départ.
Mais petit à petit, elle perd. On ne va pas en EHPAD parce qu'on va bien. Donc, elle perd en autonomie. Et garder sa qualité de vie jusqu'à la fin, moi qui vais souvent dans les EHPAD, je peux vous dire, c'est quand même quelque chose. Pouvoir manger correctement jusqu'à la fin de ses jours, c'est quand même un des derniers plaisirs qui peut nous rester si on fait attention. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui améliore beaucoup la qualité de vie de la personne. Et donc, oui, c'est important. Et il ne faut pas croire que ça prend tellement plus de temps. Oui, ça prend du temps. Bien sûr, vous avez raison. Mais les déplacements en urgence, parce que vous avez des infections, parce que la personne est tombée, parce que ça c'est terrible pour les établissements. Ça prend énormément de temps pour eux. Alors que protocoliser ça, et du coup, moi j'ai des directeurs d'établissement qui font les formations régulièrement dès que leur personnel change, parce qu'ils ont constaté que le déplacement en urgence, ils en ont beaucoup moins. Après, ils peuvent tout mettre en place pour que ça se passe quand eux, ils ont décidé. Et c'est beaucoup moins perturbant pour les services. Oui. Voilà. Il y avait une suggestion. Quand on va voir une personne en... Le webinaire va bientôt se terminer. Il y a des questions qui sont, que j'aimerais pouvoir partager. On a une personne qui suggère, vous savez, il y a des brosses à dents adaptées pour les enfants en forme de demi-cercle. Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent être adaptées pour le maintien de l'autonomie? Alors, je suis désolée, je vais vous décevoir. Ça ne fonctionne pas. Et pour une raison très simple, c'est que la personne âgée, ses dents se déchaussent, donc la longueur à nettoyer, la hauteur de dents à nettoyer est plus importante, puisqu'il faut intégrer la face, l'émail et la partie racine. Donc, vous oubliez, ça ne peut pas fonctionner. Les brosses à dents électriques sont un vrai apport. Pas bien, pour être très honnête. Moi, je les ai testés, je n'ai pas trouvé ça terrible. Mais bon, par contre, les brosses à dents électriques, oui, vous avez plein de brosses à dents électriques et de jets dentaires qui peuvent donner de vrais résultats et faciliter l'autonomie de la personne parce que du coup, la brosse, elle fait le mouvement à sa place. Donc, on a juste à déplacer la brosse au bon endroit et ça facilite aussi le travail des aidants. Parce que quand on a une brosse à dents électrique, ben, du coup, on a moins besoin de se concentrer sur le mouvement. On peut se concentrer juste sur la personne. Donc, ça, c'est une vraie aide. Oui. On a une question sur la fréquence non, de cette pesée. brosse à dents, elle est mignonne, mais c'est tout. Très bien. On a une question sur la fréquence de la pesée en EHPAD en fonction du degré de dénutrition qui est diagnostiqué. Voilà, certainement pour un diététicien intervenant en EHPAD. Qu'est-ce que vous recommandez, professeur Fougère? Je réactive mon micro. Au minimum une fois dans la semaine. Une fois par semaine. Voilà. Bah, s'il y a pour le coup une dénutrition, enfin en tout cas un risque de dénutrition qui a été, un diagnostic de dénutrition qui a été posé, au moins une fois dans la semaine. Ouais. D'accord. Ok. Parce que en fait, ça peut aller très vite. En fait, la perte, le catabolisme musculaire et la perte de poids chez une personne âgée, ça peut aller excessivement vite. Et en fait, 15 jours ou même un mois, en fait, on peut déjà avoir des pertes de poids qui sont majeures. Et avec des gens qu'on a du mal à aller rattraper derrière. Donc, il faut vraiment surveiller la cinétique du poids quand on a déjà fait le diagnostic de dénutrition, au moins une fois par semaine. Si maintenant, en fait, on est sur une surveillance de gens sur lesquels il n'y a pas de diagnostic de dénutrition, on peut se dire que tous les 15 jours, ça peut être bien. Je vous dis un mois, ça me paraît long parce que ça peut aller très, très vite en un mois. Oui. On a une question également très... Alors, quand on parle de viande... Oui. Excusez-moi, quand on parle de protéines, il y a plusieurs façons d'apporter de la protéine et on peut aussi enrichir facilement quand on a besoin. Les nutritionnistes savent ça. Donc, c'est vrai que les gens mangent moins de viande, mais ils peuvent manger du poisson, des œufs, du fromage. On va le trouver ailleurs quand même, les protéines. Mais il faut vraiment que ce soit vous pas... répondez, docteur Abbé Deniso, à une question qui est posée dans le chat, qui est de se dire il y a une tendance d'avoir de plus en plus de personnes qui n'en mangent pas pour des convictions d'ordre écologique ou sanitaire et qui sont végétariens ou véganes. Oui, mais il y a d'autres façons. Il faut aller chercher du coup des adjuvants pour enrichir les plats végétariens. Parfois, mais parfois non. Je pense que là, c'est le travail des diététiciens, effectivement, de voir les habitudes alimentaires de la personne. Et des chefs cuisiniers aussi. Par exemple, un œuf, c'est 5 grammes. Alors, moi, j'ai une maman de 90 ans qui s'est mis effectivement à manger un petit peu moins. Et elle m'a dit, tu comprends, je prends un œuf par jour. J'ai dit, non, maman, 5 grammes par jour, ça ne suffit pas. Voilà.
Mais Oui, c'est sûr. elles ne savent pas, elles pensent que c'est suffisant. Très rapidement, et ce sera probablement la dernière question, et désolée. J'ai juste, alors je vais le faire en une phrase, mais en fait, je pense que c'est important dans ce qui vient d'être dit, c'est aussi, je redis, mais l'histoire du fractionnement des repas, enfin des prises, en fait, il faut vraiment se dire que les apports, ils peuvent être étalés sur le long de la journée. Et après, je le redis, enfin, les souhaits des personnes de ce qu'ils ont à manger. Enfin, je pense que c'est toujours pareil, c'est que plus on va respecter aussi, en termes de type d'aliment, je veux dire, hein, pas forcément de dire, quand je dis souhait, de dire en fait un œuf, ça me suffira. C'est en termes de type d'aliment. Je le redis, on ne mange pas la même chose dans le nord de la France qu'en région PACA. Et je pense aussi que dans le fractionnement, il faut parler des habitudes. Parce que nous, ce qu'on observe aussi, c'est des personnes à domicile qui n'ont plus la sensation de faim. Et là, il faut être attentif parce qu'elles peuvent sauter le repas, tout simplement parce qu'elles font autre chose. C'est pas l'heure. Après, elles ont passé l'heure et elles ne le prennent pas, le repas, quand elles sont toutes seules. Et vous pouvez observer des personnes qui ne mangent pas suffisamment parce que elles n'ont pas eu faim, en quelque sorte. Ça, c'est quand on vient dans le grand âge. Hein. Dans le grand âge, ça arrive. Alors que si elles ont l'habitude de prendre leur petit thé avec leur petit gâteau et le machin, elles vont le faire quand même. Donc, le fractionnement, il peut nous aider justement dans cette... j'ai pas faim, mais je continue quand même parce que j'organise ma journée autour des repas. Voilà. Alors, c'est des données qui sont présentes dans le baromètre de l'alimentation des seniors à domicile. On a interrogé des seniors autonomes et des seniors aidés, et par la voix de leurs aidants. Et ce que les aidants disent, c'est très net, hein, c'est que plus le niveau de dépendance augmente, plus l'alimentation va devenir spontanément fractionnée. C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent sauter un repas. On a vu que les repas principaux chez des seniors autonomes vont être plutôt pris à 90-95%, alors que c'est plutôt 70-75% chez des personnes qui commencent à avoir une autonomie qui diminue, avec inversement proportionnellement une augmentation de la fréquence des prises alimentaires sous forme de pauses sucrées, donc le matin, dès le matin, l'après-midi et aussi le soir. Donc, c'est vrai que c'est quand même un levier très intéressant et stratégique pour augmenter les apports. Je suis ravie de voir autant de questions, et j'ai le mauvais rôle de devoir aussi respecter un petit peu le cadre qu'on s'était fixé. Ce webinaire sera disponible vous allez le recevoir, tous ceux qui étaient inscrits vont le recevoir. S'il y a des questions, je peux d'autres questions vraiment qui vous chagrinent, vous pouvez les écrire dans le chat, je le communiquerai aux experts. Et je vous remercie à tous les participants pour votre présence et vos questions et votre présence active. Et un très, très, très grand merci au docteur Anna-B. Denisot et au professeur Bertrand Fougère pour leurs brillantes interventions et leurs éclairages. Alors, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de choses sur le site de l'UFSBD. Allez soit sur Ma Bouche, Ma Santé, soit sur l'UFSBD. Et il y a un onglet pour les aidants, justement. Allez voir peut-être ce qui s'y passe. Parce qu'il y en a qui demandaient s'il y avait des fiches ou des choses comme ça. Vous allez en trouver là, sur le web. Génial. Alors, il me reste à vous souhaiter deux choses. Un très bon appétit et dès la semaine prochaine, une excellente semaine nationale de la dénutrition. Merci à vous. Au revoir. Merci.